Donc Madame Corinne Mandin devait être parmi nous et elle est à la division expologie du CSTB et malheureusement, du fait d'une contrainte personnelle importante, elle n'a pu se joindre à nous. Et donc docteur, c'est vous qui allez vous y coller, qui allez nous faire sa présentation. Mais bon, vous le ferez avec brio. Je pense surtout que je ne vais pas trahir, je vais rester dans le discours de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Je ne vais pas dévier avec mes remarques. Mais bon, il y a des sujets quand même qui sont très redondants avec notre préoccupation. Donc je remplace Corinne au pied levé, puisqu'elle est prévenue ce matin. Et on va prendre les sujets qu'elle avait préparés. Donc pourquoi s'intéresser à la qualité de l'air intérieur? J'ai déjà brossé l'importance de l'air en général. L'air intérieur, pourquoi? Ça a été dit tout à l'heure, on respire 90% de notre temps dedans. Les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les enfants, y passent plus de temps. Donc bien sûr, eux sont encore plus exposés. Et vous voyez le graphe qui est en dessous, qui est très important, parce que c'est une enquête nationale sur les logements français, une enquête qui a été faite entre 2003 et 2005 par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, organisme qui, justement, pas mal de pays nous envient, vu les qualités des travaux qu'on fait. Cette étude a été faite sur 567 logements représentatifs des 24 millions de résidences principales. Donc c'est quand même une belle photographie de ce qu'on respire dans les logements français. Et vous voyez que les mêmes polluants, vous voyez les couleurs sont identiques, vous voyez même le maillot jaune là, qui est en tête du peloton et qui est celui qui est le plus infréquentable des polluants fréquents, c'est le formaldéhyde, mais aussi vous avez deux autres copains, l'acétaldéhyde et l'hexaldéhyde, plus le toluène qui sont en tête. Vous voyez bien que les concentrations sont différentes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, il est évident que ça mérite vraiment de prendre attention et d'essayer de réaliser des logements et de tout type de bâtiments en prenant en compte la qualité de l'air intérieur. Alors, les sources sont multiples. Les sources, alors il faut commencer bien sûr, la qualité de l'air, ça a été dit tout à l'heure dans le film. Bon, on commence à s'occuper des sources et ensuite on renouvelle l'air. Donc d'abord ne pas polluer, c'est le plus important. Donc les sources vont venir bien sûr des matériaux, des produits de construction, mais là aussi, bon, il ne faut pas non plus, à part certains produits qui peuvent émettre longtemps, en principe, quand on livre un bâtiment, il y a une décroissance des émissions gazeuses pour qu'ensuite, toutes les activités dont l'entretien, par exemple, va faire des émissions alors quotidiennes et répétées. Donc vous voyez qu'il y a un phasage dans les sources. Le mobilier, bon, vous savez qu'en ce moment, il est prévu, il y a des travaux pour étudier ce qu'on pourrait faire comme étiquette sur le mobilier, puisqu'on va parler d'étiquette sur les matériaux de construction. Vous avez tous vu cette étiquette A+. Vous avez bien sûr le tabagisme, il ne faut pas oublier, bon, bien sûr qu'on ne fume plus que dans le logement, puisque dans les bâtiments tertiaires on ne fume plus, mais le tabagisme, la fumée tabac environnementale est le premier polluant. Et ensuite, ce bâtiment, bien sûr, qu'on le plante quelque part, on le plante sur un sol. Et ici, dans votre région de Bretagne, la problématique radon, elle est quand même assez importante, puisque vous avez des sous-sols granitiques. Et bien sûr, l'air extérieur. Donc voilà camper les sources de pollution, plus des réactivités entre polluants, c'est-à-dire par exemple si de l'ozone, quand il fait très très beau, qu'on a des pics d'ozone rentrent sur des produits qui émettent des terpènes, par exemple du bois, eh bien ozone plus terpènes peut donner du formaldéhyde et des particules fines, et on verra que les particules fines ont un impact sanitaire majeur. Alors, les effets sanitaires, c'est vrai qu'on a un seul appareil pour mesurer la qualité de l'air dans notre corps, c'est le nez. Le nez va nous donner une information qui sont les odeurs. Mais c'est un petit peu ambigu parce que, bien sûr, il y a un côté hédonique des odeurs. Il y a des odeurs qui nous plaisent, des odeurs qui ne nous plaisent pas. Et puis tous les composés que l'on respire, certains sont odorants, d'autres ne le sont pas. Et par exemple, le monoxyde de carbone, dont on a parlé aussi dans le film, il est inodore. Donc, bien sûr qu'on n'a aucun repère. Bon, donc on a le problème d'abord des odeurs, la sensation d'air confiné, ça tout le monde a expérimenté.
Alors après, il faut bien voir que pour les symptômes et pour les maladies, il faut suivre le trajet de l'air. Il est évident que l'air commence à passer par le nez et que là, donc, on va pouvoir avoir de la symptomatologie nasale, pharyngée, trachée et ensuite, bien sûr, pulmonaire. L'air ne s'arrêtant pas aux poumons et suivant la taille des composés peuvent passer dans le sang. On peut avoir, alors ça doit être après, on peut avoir bien sûr des affections cardiovasculaires, on va le voir avec les particules fines. On peut avoir, bien sûr, cancer du poumon, puisque c'est sur le lieu de choc, et aussi des affections sur la reproduction, et aussi des accidents vasculaires cérébraux, par exemple. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout, là, hein, non, mais quand même, c'est sûr que le tableau n'est pas terrible. Hein, bon. Alors, les enjeux sanitaires, le monoxyde de carbone, c'est sûr que lui, quand même, il faut le rappeler, il tue. Mais aussi, et ce qu'on ne dit pas souvent parce qu'on ne le chiffre pas bien, on a des expositions à bas bruit au monoxyde de carbone et on le trouve pas mal, et on va en parler un petit peu tout à l'heure, dès qu'il y a des appareils de combustion qui fonctionnent mal. Dans le monoxyde de carbone, le radon, donc votre région est concernée, on compte environ 2000 cancers du poumon par an en France, c'est quand même beaucoup, hein. C'est le premier polluant dont on quantifie aussi bien le risque sanitaire. Alors là, je m'excuse, alors c'est en off, j'ajoute qu'il ne faut pas oublier que l'air intérieur participe à la contagiosité des maladies infectieuses. On l'a oublié, on pensait beaucoup à la tuberculose autrefois, mais c'est toujours vrai. On va rentrer dans la période de grippe, mais le bâtiment participe à l'augmentation des épisodes grippaux, hein, surtout les bâtiments qui sont fortement occupés, comme les bâtiments de bureaux. Donc, ça y est, je ferme la parenthèse. Je reviens au diaporama de Corinne. Le lien entre apprentissage scolaire et QAI est démontré dans les écoles, mais aussi dans les bureaux. Il est évident que si vous avez un petit peu moins d'oxygène, eh ben, votre cerveau fonctionne un petit peu moins bien. Et baisse de production et d'absentéisme, ça, c'est des choses qui se mesurent. Des impacts économiques, tout à l'heure, ça a été annoncé. C'est vrai que l'étude qui a été faite par l'Observatoire de la qualité de l'intérieur, l'ANSES, sur le coût économique simplement de 6 polluants. Attention, les chiffres qui sont donnés, là, les 19 milliards annoncés, ça ne concerne que 6 polluants, ceux qui tuent. Le benzène qui donne des leucémies, le trichloroéthylène qui donne cancer du rein, le radon, cancer du poumon, le monoxyde de carbone qui vous tue par asphyxie, les particules, le cancer du poumon, accidents vasculaires cérébraux et tout, et fumée de tabac qui concentre tout. Donc, on ne compte pas là-dedans le formaldéhyde, d'autres composés, le toluène, des neurotoxiques, on ne les compte pas dans l'impact sanitaire. Donc, ce total, donc c'est quand même, et vous voyez le poids le plus lourd qui sont pour les particules. Or, souvent, on s'intéresse maintenant au COV, ça fait bien, c'est UV, mais vous voyez que les particules sont quand même un sujet très important au niveau sanitaire. Voilà. Alors, que sait-on de la QAI en France? Donc là, bien sûr, Corinne le ferait mieux que moi. Mais je vous ai parlé de la première enquête, celle sur les logements. Alors, paraît-il qu'il y a une souris, là. Voilà, non, là. Je vous ai parlé de cette enquête-là. Donc ça, c'était vraiment un premier état des lieux des logements. Ensuite, a été fait, alors l'ordre, ici, des salles de classe et la campagne bureau. Donc, on a quand même un cliché assez intéressant de tous ces environnements intérieurs. Alors, dans les logements, bon, surtout, il y a des petits éléments assez surprenants. Par exemple, le garage attenant à la partie habitable, c'est vrai qu'on a des augmentations de benzène et pas que ça, des hydrocarbures aromatiques polycycliques aussi. Les habitudes, le pressing, dont le pressing à sec, c'est le tétrachloréthylène. Quand il y a proximité d'un pressing, par exemple en rez-de-chaussée et à l'étage au-dessus, on peut trouver dans le logement au-dessus du tétrachloréthylène. Bien sûr, le tabagisme, on en a parlé. Donc ça, c'était sur la campagne logement. Il me reste plus que 2 minutes. Pour les écoles, alors ce qui est net sur les écoles, c'est que on a un confinement
très important des écoles, parce que là, c'est un mode de calcul qu'a mis en place le CSTB, qui mesure les concentrations de CO2, et les variations et le pourcentage de ces concentrations dans le temps. Donc, c'est un indice cumulé, l'indice ICON. Et c'est vrai que déjà, à partir de 3, je trouve que c'est déjà un peu gênant. Donc, vous voyez, si on ajoute 33, 31 et 1,4, ça fait quand même un fort pourcentage d'écoles avec un confinement. Si on a du CO2, on peut très bien avoir d'autres polluants. La qualité de l'air dans les bureaux, là aussi, l'Observatoire a fait de grosses enquêtes et, bien sûr, voit des dépassements pour benzène, tétrachloréthylène, PM2,5, des concentrations élevées en terpènes, et souvent, ça, c'est les produits d'entretien qui sont en cause. Parce qu'ils sont tous parfumés, senteur citron, vous l'avez partout. Si vous ne les avez même pas vus, ils vous mettent le citron sur l'étiquette pour que vous compreniez bien. Donc, il y a des variabilités saisonnières qu'a mis en évidence, bien sûr, l'enquête Officer qu'a piloté l'Observatoire. Et je termine, je crois, avec la qualité de l'air, bien sûr, interroge dans les bâtiments performants en énergie, parce que ça a été dit tout à l'heure, si les bâtiments sont un peu plus étanches, eh ben, c'est sûr que tous les entrées d'air parasites qu'on avait, qui participaient à ce renouvellement d'air, ben, ils n'y sont plus. Donc, il faut bien quand même que l'on renouvelle l'air. Donc, on a bien parlé de système de ventilation. Et c'est vrai que c'est une grosse interrogation. Alors, l'Observatoire, là, je ne suis que dans le rôle de l'Observatoire, après, il faut des complémentaires après, a mis en évidence une augmentation d'alpha-pinène. Alors, souvent, c'est un marqueur du bois, mais du bois en présence, en contact de l'air intérieur. Limonène, alors, est-ce que c'est le bois, est-ce que c'est les produits d'entretien? L'hexaldéhyde, c'est souvent aussi le bois. Alors, un pourcentage, puisqu'il n'y a pas trop de renouvellement d'air, il peut y avoir des condensations, et à ce moment-là, on peut avoir un développement de moisissure. Une température plus élevée que dans la campagne de logement, bah oui, parce que souvent, par exemple, si un plancher chauffant avec une forte inertie, ben, c'est vrai qu'on a très chaud quand il y a un apport solaire important. Les systèmes de ventilation, ben, là, on est toujours assez surpris. On a toujours les mêmes chiffres. Là, il y a 40% des pressions qui respectent. Donc, ça veut dire qu'il y en a 60% qui ne respectent pas les plages de fonctionnement. Et donc, c'est vrai que le respect du débit réduit en cuisine pour les doubles flux n'est pas... C'est respecté, mais pas les autres débits réglementaires. Là, on aura des petits commentaires éventuellement. Voilà, et elle vous remercie de votre attention. Et merci, docteur. Oui, vous nous avez montré ici que les particules représentent les 2/3 des coûts induits par la pollution de l'air intérieur. 14 milliards sur les 20 milliards annuels dépensés en France. Ça nous interpelle parce que c'est des choses que l'on n'avait pas toujours à l'esprit. Est-ce donc, docteur, le principal polluant qu'il nous faut combattre? Quelle est la part des polluants du bâtiment par rapport à ceux liés aux occupants? Et dans ce cas-là, est-ce qu'une filtration particulière s'impose? C'est vrai que le problème des particules est un peu minimisé par rapport aux autres sujets. Or, vous voyez bien, il y a des chiffres quand même au niveau de l'impact sanitaire. Donc ça ne se discute pas. Alors, ces particules, d'où elles viennent? Alors, bien sûr qu'il y a des sources intérieures et des sources extérieures. Sources intérieures, tout ce qui brûle produit des particules fines. Et donc, au premier rang, la fumée de tabac en fréquence, mais aussi les encens, mais aussi tous les combustibles solides. Donc, il faut que tout ce qui brûle bien, et je pense particulièrement au bois, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, on a des particules qui sont émises à l'intérieur. Si ces particules ne sont pas évacuées par un système de renouvellement d'air, fatalement que les concentrations augmentent. Et ensuite, celles qui nous viennent de l'air extérieur, qui vient de la combustion des moteurs thermiques, souvent, ou des industries, eh bien, celles-là, c'est sûr que quand on est dans des zones, alors il ne faut pas non plus exagérer, mais quand on est dans des zones urbaines denses, où suivant le sens des vents, une filtration particulière peut s'imposer.
Mais aussi, à la limite, on peut faire aussi une filtration moléculaire, c'est-à-dire filtrer les particules, mais aussi certains gaz, quand on est proche de sources d'émission. Donc tout ça, on pourra peut-être après, je pense qu'il y aura des questions là-dessus. Voilà, on abordera la technique tout à l'heure. Merci, docteur.